Ce matin, on a vu tous les enjeux de l'enseignement supérieur pour la francophonie des Amériques. Cet après-midi, on va voir des solutions à ces enjeux. C'est-à-dire, on a une présentation ici de Mme Jocelyne Lalonde, puis vous l'avez dans votre programme. D'ailleurs, Jocelyne, on ne prend pas beaucoup de temps pour présenter les gens parce que je te laisse le soin de te présenter. Ah oui, OK. Parce que Mme Lalonde apporte plusieurs chapeaux. Vous allez voir, c'est une vraie directrice. Donc, Mme Lalonde, elle fait partie de ces personnes en francophonie qui ont trouvé des façons très innovantes de favoriser l'enseignement supérieur en français. Et elle va venir nous parler de cette expertise collective qu'elle a contribué à développer en francophonie canadienne. Mais étant donné qu'on est ici des francophones d'Amérique, qu'on vient de différents milieux, il va être très intéressant de voir à partir de l'exposé de Mme Lalonde ce qui est possible de faire dans vos milieux, ce qui est possible de développer comme outil dans vos milieux pour favoriser justement le développement de la formation supérieure en français. Donc, évidemment, je vous rappelle toujours à vos journaux de bord, il y aura matière à partir de la présentation qu'on va voir aujourd'hui. Il y aura vraiment matière à réflexion sur cette question dans vos journaux de bord. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Jocelyne Lalonde. Bonjour. Vous devriez attendre avant de taper des mains, là. Alors, bonjour. Oui, je suis Jocelyne Lalonde. Je suis directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Alors, aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, c'est vraiment le rôle des établissements postsecondaires de la francophonie canadienne pour la vitalité des communautés francophones minoritaires en situation minoritaire. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une vue d'ensemble des communautés francophones, mais très brièvement, puisque vous avez eu plusieurs présentations à ce niveau-là. Je vais aussi vous présenter la valeur ajoutée de l'Association des collèges et universités et de ces universités et collèges qui en font partie. Il y en a 19 collèges et universités dans les communautés francophones minoritaires. Je vais vous parler du Consortium national de formation en santé, qui est un des précurseurs de l'Association des collèges, qui a été mis sur pied en 2003 et qui donne vraiment un modèle différent de pouvoir travailler à la vitalité des communautés. Et le Réseau national de formation en justice, qui est une approche systémique sur laquelle on travaille maintenant depuis seulement 2 ans et dans le but d'améliorer l'accès à la justice en français par la formation de professionnels bilingues. Donc, les communautés francophones en situation minoritaire, et ceci très brièvement. Donc, vous avez ici ce qu'on retrouve au niveau du tableau, c'est les 400 ans de plus de 9 millions de personnes parlant français. Alors, vous avez sûrement vu ça durant la dernière semaine comme telle. Mes feuilles restent prises ensemble. Alors, ce qui est important ici de vous dire, c'est possiblement que à l'extérieur du Québec, nous sommes 1 068 000 francophones et c'est les 2 provinces où il y a le plus de francophones, c'est le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Donc, il y a plus de 3 francophones sur 4 qui vivent en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Puis la minorité francophone est de plus en plus minoritaire puisque en 1971, la proportion de francophones était de 6,1 % et en 2011, cette proportion est maintenant de 4,2 %. Alors, il y a une diminution qui est quand même très considérable ici. Je vous ai présenté les politiques linguistiques qui varient beaucoup d'une province ou d'un territoire à l'autre, mais les plus importantes, c'est le Nouveau-Brunswick où nous avons une loi sur les langues officielles. Alors, c'est la seule province bilingue comme telle. En 1986, en Ontario, on a adopté la loi sur les services en français. Et en
1999, au Manitoba, il y a eu l'adoption de la politique sur les services en français. En 2000, c'était à l'île du Prince-Édouard qu'on a proclamé la loi sur les services en français. En 2004, vous avez la Nouvelle-Écosse qui a la proclamation de la loi sur les services en français et en 2009, le Nunavut. Alors, c'est des choses que vous avez vues, ça, durant votre semaine, probablement? Oui, non? Oui, un peu? Un petit peu. Alors, pourquoi et à quoi attribue-t-on la diminution de la population francophone? Alors, une des raisons importantes, c'est l'immigration. On a seulement 2 % des immigrants à l'extérieur du Québec qui ont le français comme première langue officielle parlée. Donc, c'est un nombre très, très minime. Il y a aussi un vieillissement de la population bien important. C'est un phénomène qui est de plus en plus important chez les francophones que chez les anglophones. Et il y a un transfert aussi linguistique. Il y a 4 francophones sur 10 qui parlent une autre langue que la langue maternelle à la maison. Et cette langue est généralement l'anglais. Donc, c'est certaines raisons pourquoi on regarde une diminution de la population francophone. Au niveau de l'immigration comme telle, on a une population de 4,2 %. Donc, on parle d'une immigration de 2 % alors beaucoup moins. Alors, pour bien comprendre la difficulté engendrée par cette faible immigration francophone, il faut noter également que 12 % de la population francophone hors Québec est constituée d'immigrants, alors que 22 % de la population anglophone hors Québec est constituée d'immigrants. Alors, chaque année, si on continue comme ça, le pourcentage de francophones dans nos communautés va aller en diminuant de façon constante. Au niveau de la francophonie et nos écoles, donc le nombre d'élèves étudiants en français a augmenté de 14 % entre 2000 et 2011. Puis cette augmentation est surtout causée par une augmentation de la fréquentation des écoles d'immersion. C'est-à-dire qu'on est passé de 278 000 à 341 000 élèves. Et je dois dire qu'il y a toujours des lignées de parents qui attendent aux portes des écoles d'immersion pour pouvoir inscrire leurs enfants. Le nombre de parents qui voudraient que leurs enfants puissent participer aux écoles d'immersion est très élevé. On ne peut pas répondre à la demande à ce moment-ci. Il y a aussi la fréquentation des programmes réguliers en français qui a légèrement diminué, passant de 149 000 en 2000 à un peu moins de 147 000 élèves en 2010-2011. Chez les 25 à 34 ans, ce sont les francophones qui sont les plus nombreux à avoir poursuivi des études secondaires ou postsecondaires. 6 % des francophones n'ont aucun diplôme, et comparativement à 9 % pour les francophones, pour les anglophones. Donc, notre population francophone est quand même une population de plus en plus éduquée et on voit la différence au niveau des anglophones au Canada. Au niveau de l'usage du français, il y a 26 % des francophones qui utilisent surtout ou uniquement le français dans les différentes sphères de la vie quotidienne, c'est-à-dire dans leur fonctionnement journalier, 26 % utilisent surtout le français. Et 21 % l'utilisent autant le français que l'anglais dans les différentes sphères de leur vie. Alors, on a quand même un 47 % qui utilisent le français dans leur vie couramment. Pour vous donner certains exemples sur la connaissance du français par les professionnels à l'extérieur du Québec, on dit qu'il y a à peu près 20 % des médecins qui parlent le français, 9,8 % des infirmières, au niveau des policiers, 14,2 % et 23,4 % des avocats. Je vous amène ces professions-là parce que vous allez voir que plus tard, je vais vous parler beaucoup du dossier de la santé et du dossier de la justice, puisque ce sont 2 dossiers qui sont très importants pour les francophones, les citoyens et citoyennes dans nos communautés,
puisque l'accès à des services de santé en français ou l'accès à des services de justice en français, c'est important pour les personnes qui n'ont pas souvent, même si on a la capacité de parler l'anglais, c'est pas toujours quelque chose qu'on peut faire facilement quand on est dans des situations où on est vulnérable. Alors, au niveau des communautés francophones et les établissements postsecondaires, on peut dire que ce sont les communautés francophones qui se sont mobilisées pour la mise en place d'établissements postsecondaires francophones ou bilingues et pour leur maintien. Et encore aujourd'hui, les communautés francophones se mobilisent toujours. Puis, j'aimerais vous donner quelques exemples que je vais vous lire un peu pour vous donner une idée, parce que j'aurais pu vous parler des 19 universités et collèges et comment leurs relations et le fait qu'ils sont encore des structures qui offrent des services, des programmes en français, comment les communautés se sont vraiment engagées pour pouvoir assurer leur vitalité. Donc, je vais vous donner l'exemple du Collège Sainte-Anne, qu'on appelle aujourd'hui l'Université Sainte-Anne. C'est en Nouvelle-Écosse. Et puis, tantôt, je vais vous montrer où se situe l'Université Sainte-Anne. Mais en Nouvelle-Écosse, vous avez des communautés francophones acadiennes. Et ces communautés-là ont eu l'université et un collège depuis 1890 à peu près. Alors, ça fait plusieurs années. Mais vers la fin des années 60, dans la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, il y a eu des menaces de déménagement pour le collège. Puis le collège qui se retrouve à être en plein dilemme entre rester à sa localité primaire, qui était un milieu, une communauté francophone, ou se déplacer à quelques kilomètres, qui est plus une ville anglophone, qui est Yarmouth. Il y a différentes raisons qui ont fait en sorte que la décision n'a pas été chose facile. Les étudiants se sont positionnés contre la proposition du gouvernement, puis parce qu'il était important pour eux de garder leur université, leur collège dans leur communauté. Donc, l'appui des jeunes élèves de l'école secondaire a été très efficace. Il y a eu une grève qui a duré une semaine en décembre 1968. Puis les étudiants ont vraiment manifesté leur désaccord avec des piquets de grève devant leur établissement, puis une marche aussi de solidarité. Donc, jusqu'à ce jour, je dois dire que le collège est maintenant devenu une université permettant à la nation acadienne de se maintenir dans la province de la Nouvelle-Écosse. Et puis, si ça n'avait pas été de cette période-là, en 1968, bien possiblement que le collège serait déménagé dans une partie anglophone de la Nouvelle-Écosse et possiblement qu'il n'existerait plus aujourd'hui. Un autre exemple important aussi, c'est la mise sur pied de 3 collèges francophones en Ontario. L'Ontario qui a le plus grand nombre de francophones à l'extérieur du Québec. Alors, c'est à partir de 1967 qu'en Ontario, on a commencé à ouvrir des collèges, mais des collèges anglophones. Et on a commencé à offrir certains programmes en français dans ces collèges anglophones. Progressivement, le nombre de cours a augmenté jusqu'en 1971, où le développement des services en langue française dans le collège a commencé à être financé par le ministère des Collèges et Universités. En 1971 aussi, on a fait état dans un rapport de la Commission sur l'éducation postsecondaire en Ontario qu'il existait de graves lacunes de l'enseignement supérieur en langue française. Alors, on a pris fermement position en faveur d'un rehaussement de l'éducation postsecondaire. C'est l'idée d'un 23e, parce qu'on avait déjà 22 collèges anglophones. Si l'idée d'un 23e collège s'est affirmée au milieu des années 70, ça l'a pris quand même jusqu'au milieu des années 80 avant que la communauté commence à organiser sa démarche dans ce dossier-là.
Alors, il y a eu plusieurs organismes qui se sont mobilisés, en particulier les représentants de la jeunesse se sont ralliés dans un des mouvements de pression les mieux organisés de l'histoire franco-ontarienne, afin que le gouvernement provincial puisse mettre en place des collèges français. Alors, on parle ici de 3 collèges qui ont été mis en place, un dans le nord, un dans l'est et un dans le sud. Il faut dire que la loi sur les services en français qui est arrivée en 1986 a aussi permis de pouvoir appuyer cette mouvance qui fait en sorte que nous avons maintenant des collèges francophones en Ontario. Présentement, puis vous en avez peut-être entendu parler, ce qu'on revendique, puis encore là, ce sont les jeunes qui ont pris le dossier en main. On revendique une université francophone en Ontario. Alors, on va voir où ça va nous amener, mais quand on dit que le développement des établissements postsecondaires passe par la communauté et vice-versa, vous allez voir qu'il y a des liens très étroits qui existent entre la communauté et les universités et les collèges. Et un ne peut pas vivre sans l'autre, mais les deux ensemble font qu'on augmente considérablement la vitalité de nos communautés. Alors ici, les ponts entre les établissements postsecondaires et les communautés sont de plus en plus nombreux. Je vous donne certains exemples, et encore là, je reviens à la Nouvelle-Écosse avec l'Université Sainte-Anne. L'Université Sainte-Anne, dans ses murs, loge plusieurs organismes communautaires. Donc, à ce moment-là, ils travaillent vraiment en partenariat avec tous les organismes économiques de la francophonie. Ils peuvent aider aussi par la recherche, qui peuvent appuyer les communautés dans le développement et pour avoir un développement qui est plus durable. L'Université de Saint-Boniface, bien, l'Université de Saint-Boniface, c'est les chefs de file de la communauté francophone sont généralement formés par les universités puis, et les collèges. Et au Manitoba, l'Université de Saint-Boniface a vraiment été un chef de file à ce niveau-là. Alors, ceux qui dirigent les organismes communautaires sont donc clairement attachés et rattachés et ont un sens d'engagement envers l'Université Saint-Boniface. Il existe une sorte de symbiose entre les acteurs communautaires et l'université. Par exemple, dans le programme d'éducation, les stagiaires vont dans la communauté francophone puis sont généralement embauchés par la suite par la communauté francophone. L'Université Saint-Boniface fait aussi des cafés scientifiques dans divers domaines où les communautés francophones viennent parler des enjeux, ou alors des discussions sont bâties dont le but principal est de faire des ponts avec les francophones. Plus récemment, l'Université Saint-Boniface a pu vraiment bâtir un pavillon au niveau des sciences sociales et puis le financement a été grandement fait par une levée de fonds au niveau de la communauté comme telle. Donc, je vous donne seulement certains exemples, mais partout dans nos communautés, c'est vraiment un travail de partenariat entre les universités et les collèges et les communautés. Donc, ici, j'aimerais vous parler un peu plus de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Alors, cet organisme-là a vu le jour le 1er avril 2015, alors ça ne fait pas tellement longtemps, mais avant la CUFC, puis vous allez voir ici que je vais vous présenter un petit peu tous les membres. Je ne sais pas si vous pouvez très bien les voir, mais je pense que ce serait important qu'on puisse regarder la carte géographique. Vous avez l'Université Simon Fraser. On l'a aussi là-dedans. Excellent. Alors, c'est plus facile pour vous à suivre. Donc, je vais les passer une à une parce que je pense que c'est important que vous compreniez un peu qui sont ces universités et ces collèges. Et ils sont très différents d'une région à l'autre.
et ils répondent à des communautés francophones qui sont très diversifiées. Donc, c'est certain que les universités et collèges sont très diversifiés aussi au niveau de leur taille. Certaines sont très petites. Si on pense à l'Université d'Ottawa, c'est quand même la plus grosse université qui offre le plus de programmes en français. Alors, si on commence en Colombie-Britannique, à l'ouest, vous avez l'Université Simon Fraser. Et si vous regardez dans votre dépliant, vous avez tous les programmes qui sont offerts, tant au niveau collégial qu'universitaire. Puis vous allez pouvoir voir où, dans quel programme sont offerts par l'Université Simon Fraser. L'Université Simon Fraser, c'est une université anglophone, mais qui a un bureau des affaires francophones et francophiles. Et au niveau de son bureau des affaires francophones et francophiles, il offre des programmes en français, comme le programme d'éducation. Ensuite... Ah, bonjour! Excellent! Oui, on a peut-être des représentants de toutes ces universités et collèges. Oui. Oui, exactement. Bonne idée. Ensuite, on a le campus Saint-Jean. Le campus Saint-Jean, c'est avec l'Université de l'Alberta. Le campus Saint-Jean offre aussi plusieurs programmes en français. Et on pourrait faire une présentation sur tous les différents modèles qui existent aussi entre les universités, dans le sens quels sont les pouvoirs d'un campus versus les pouvoirs d'un bureau des affaires francophones. Alors, c'est très différent d'une région à l'autre. Ensuite, vous avez le Collège Mathieu, qui est en Saskatchewan, et l'Institut français de l'Université de Regina. Bonjour, bonjour. Là, on peut dire que l'Institut français de l'Université de Regina, c'est vraiment la communauté qui a travaillé très fort historiquement pour mettre sur pied l'Institut français. Et encore de nos jours, ils travaillent très fort pour poursuivre le travail qu'ils ont commencé et pour améliorer la programmation en français. Ce n'est pas toujours facile pour les communautés dans des situations aussi minoritaires. On arrive ensuite à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Ça fait 2 ans que l'université, on nomme maintenant l'Université Saint-Boniface. C'était au préalable le Collège universitaire Saint-Boniface. Eux ont un lien avec l'Université du Manitoba, mais un lien très limité. Ils ont leur propre bureau des gouverneurs et les décisions sont prises par l'Université de Saint-Boniface et tous les programmes offerts sont en français. Ensuite, en Ontario, c'est là qu'on retrouve vraiment le plus grand nombre. Il y en a 8. Alors, on a l'Université de Hearst, qui est complètement dans le nord de l'Ontario. Et l'Université de Hearst, depuis quelques années, pour se différencier, offre leur programme par bloc de 8 semaines, je crois, pour les cours. Et les gens vont pour 1 semaine et retournent chez eux par après. Alors, c'est un moyen qui semble bien fonctionner pour l'Université de Hearst. Et on penserait qu'à l'Université de Hearst, parce qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux dans nos universités, et l'Université de Hearst a plusieurs étudiants internationaux qui sont arrivés au mois de septembre, puis qui travaillent. Je suis très contente pour eux qui sont arrivés en septembre et non au mois de janvier, parce que je pense qu'il y aurait eu froid un peu. On continue avec l'Université Laurentienne. Alors, à l'Université Laurentienne, on a une étudiante, on a un ancien prof de l'Université Laurentienne, un chercheur, un très bon chercheur. Je lui dis ça, c'est parce que je veux qu'il me fasse une recherche. Puis... L'Université Laurentienne, c'est une université qui offre des programmes à 3 groupes différents, aux anglophones, aux francophones et aux autochtones. Donc, ils ont 3 différentes formations dans 3 langues différentes. On s'en va à l'Université de Sudbury. C'est une université qui offre surtout des programmes de philosophie et de théologie. Ensuite, le collège universitaire Glendon, c'est le collège universitaire à Toronto, qui a plusieurs de leurs étudiants, qui ce sont des étudiants d'immersion, qui poursuivent des cours.
Le Centre universitaire dominicain, ça aussi, c'est philosophie, théologie. L'Université d'Ottawa, la Cité, qui est le plus gros collège francophone, strictement francophone. L'Université Saint-Paul, qui est... Ah, bon. Il y avait du monde de Sudbury. Oui. OK. Donc, l'Université Saint-Paul, qui est théologie, éthique, counseling. Au Nouveau-Brunswick, on se retrouve avec l'Université de Moncton, qui est une université francophone qui a vraiment été mise en place par les Acadiens. C'était de grandes revendications de la part de la communauté acadienne pour la mise sur pied de l'Université de Moncton. On continue avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Le Collège communautaire travaille dans 5 régions différentes. Ils ont 5 campus et ça couvre plus facilement toute la province du Nouveau-Brunswick. Et certains programmes sont plus offerts dans un campus que l'autre. On parle aussi du centre de formation médicale. C'est un nouveau centre de formation médicale qui est rattaché à l'Université de Sherbrooke, qui forme des médecins au Nouveau-Brunswick pour répondre aux besoins des communautés. Et on poursuit avec la Nouvelle-Écosse, l'Université Sainte-Anne que je vous ai parlé tantôt, complètement francophone, et le Collège Acadie de l'île du Prince-Édouard. Donc, non. Donc, ça fait le tour des universités et des collèges qui sont membres de l'Association des collèges et universités. Alors, avant le 1er avril, nous avions le Consortium national de formation en santé qui regroupait des collèges et des universités, mais seulement pour des collèges et universités qui offraient des programmes de santé en français. Par la suite, on a aussi l'Association des universités de la francophonie canadienne. Donc, je dirigeais les 2 organismes et l'Association des universités, c'était strictement des universités qui étaient membres. Il y en avait 14. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu mettre les collèges et les universités ensemble pour devenir une voix forte de l'éducation postsecondaire pour nos communautés francophones. Alors, ça nous permet de nous appuyer sur des solides fondations qui ont été mises en place par les 2 autres organismes. Puis, au fil des années, les établissements de ces organismes ont appris à faire équipe ensemble pour connaître des succès. Vous savez, quand on demeure dans des communautés minoritaires, il faut vraiment que tout le monde travaille en collaboration ensemble si on veut pouvoir améliorer l'accès à l'éducation postsecondaire. Puis, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile parce que les universités et les collèges sont toujours en compétition entre eux. Par contre, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment continuer à améliorer l'accès, il faut pouvoir travailler ensemble. Puis je m'appelle Dina et je suis à l'Université de Regina, avec les oui. Français. Et en plus, je suis enseignante dans un programme d'immersion à Saskatoon. Ah, excellent. Je pense qu'on est 11 dans notre programme de maîtrise. C'est un peu flou. Il y a quelques ajouts, puis quelques-uns d'autres qui s'en vont et reviennent. On suit nos cours en ligne et on a le droit de suivre 4 cours avec une autre université, soit Faculté Saint-Jean, Simon Fraser ou quel est l'autre? Saint-Boniface. Il y a 4 avec le Midwest. Ouais. C'est une organisation qui nous permet de partager. Mais en fait, j'ai déjà fait 4 cours avec USB et il me reste un cours à faire cet automne. Bien, Regina n'en offre pas en français, c'est pas disponible cet automne. Alors, ils me disent que je devrais suivre un en anglais. Bien, je fais une éducation en maîtrise, maîtrise en éducation française. Je voudrais le terminer en français, enfin. Ouais. Mais j'ai fait la demande bien hier, si je pourrais faire un autre avec USB en français. J'attends encore la réponse. Mais bien sûr, c'est un problème pour nous. Absolument. Puis, je veux dire, plus vous êtes dans un endroit dans l'Ouest canadien où il y a de moins en moins de formations postsecondaires offertes en français, il va devenir de plus en plus important, puis c'est notre but dans les prochaines années, de permettre aux étudiants de pouvoir leur faire un trajet, un cheminement au niveau pan-canadien où ils pourraient prendre leurs cours en français dans les différentes universités ou collèges, tout dépendant de votre formation. Je pense que ce que tu nous parles là, c'est un début.
mais il y a encore des lacunes parce que tu as des cours que tu aimerais poursuivre en français, puis tu n'es pas certaine à ce moment-ci si tu vas pouvoir le faire. Mais ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir un cheminement qui va permettre à l'étudiant qui vit dans la communauté francophone en Alberta ou en Saskatchewan ou en Colombie-Britannique pour qu'ils puissent poursuivre. Puis de plus en plus, on offre des formations à distance. Alors, il y a de plus en plus de capacité de pouvoir faire ça. L'important, c'est que la personne soit rattachée à une université, qu'elle puisse avoir une personne qui lui aide, qui l'appuie dans cette formation-là. Et puis, à ce moment-là, je pense qu'on peut, par l'entremise des 14 universités, si on parle universitaire, trouver un cheminement personnalisé. Bonne chance. Donc, je vais vous parler brièvement de les enjeux, quelques enjeux importants quand même qu'on retrouve au niveau de nos établissements postsecondaires. Donc, le bassin des étudiants francophones dans plusieurs communautés de la francophonie canadienne rétrécit. On commence à le voir beaucoup en Atlantique, par exemple à l'Université de Moncton, à l'Université Sainte-Anne. De plus en plus, on doit aller recruter de plus en plus d'étudiants internationaux pour pouvoir nous permettre d'offrir certains programmes. C'est une diminution démographique qui a un impact direct sur le bassin d'étudiants francophones. Un autre défi, c'est les gouvernements n'hésitent pas à prôner une plus grande collaboration entre les collèges et les universités. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il est important que pour certains étudiants qui commencent leur formation au niveau collégial, de pouvoir poursuivre au niveau universitaire, mais qu'il y ait un certain arrimage entre les programmes pour pouvoir qu'on puisse reconnaître certains programmes d'un niveau à l'autre. Alors, ça, c'est des choses qu'on fait ensemble entre les universités et les collèges pour permettre à l'étudiant de passer du collégial à l'universitaire plus facilement. On a ciblé aussi des disciplines comme les technologies, le génie puis les mathématiques et demandé une meilleure adéquation entre la formation offerte par les universités et collèges et les besoins du marché du travail. Je suis certaine que vous avez entendu parler, ceux qui demeurent au Canada surtout, du fait que tout est centré vers l'économie canadienne et comment on peut avoir une main-d'œuvre qui va pouvoir répondre aux besoins du marché. Alors, de plus en plus, les collèges et les universités sont appelés à travailler avec l'entreprise privée pour pouvoir former une main-d'œuvre qui répond aux besoins des entreprises. Tantôt, je parlais de la concurrence à l'intérieur du milieu de l'enseignement postsecondaire. Bien, c'est une concurrence qui est très vive parce que les établissements ont de moins en moins de financement. Les coûts augmentent et le financement public diminue. Donc, à ce moment-là, ça fait augmenter la compétition et la compétition est très forte avec les universités et les collèges anglophones surtout. Parce que ce sont souvent de très grosses universités, de très gros collèges qui offrent une panoplie de formations qui fait en sorte que ces collèges et universités-là sont souvent à proximité du domicile du jeune qui veut poursuivre ses études. Alors, au niveau de la francophonie, si on veut poursuivre nos études en français, souvent, on doit partir de chez soi. C'est des coûts additionnels et on ne peut pas parler d'éducation postsecondaire équitable parce que, disons que les coûts sont beaucoup plus élevés si on doit partir de l'Alberta pour venir étudier à Ottawa. Donc, s'il y a une université anglophone tout près de chez vous, disons que la compétition est grande pour que l'étudiant puisse poursuivre en anglais. Donc, il est clair, comme je vous disais tantôt, que les établissements d'enseignement postsecondaire doivent collaborer entre eux s'ils veulent atteindre et maintenir un niveau d'excellence aussi en matière de recherche. L'Université d'Ottawa, c'est quand même une université où on retrouve plusieurs chercheurs.
Par contre, dans d'autres plus petites universités, il est important que les chercheurs puissent travailler entre eux au niveau pan-canadien pour pouvoir avoir et former des équipes qui ont une force importante pour faire des demandes de financement, pour pouvoir aussi former la relève, parce que c'est au sein d'équipes de recherche qu'on peut vraiment former notre relève au niveau des étudiants. Donc, en quoi une association pan-canadienne d'établissements postsecondaires est-elle bénéfique aux communautés francophones? Bien, j'ai essayé de vous le démontrer depuis le début et je pense qu'on a démontré des collaborations, mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Elle contribue à accroître l'accès à l'enseignement postsecondaire tout en favorisant la vitalité des communautés. Alors, on met en place des collaborations à différents niveaux entre les établissements postsecondaires, donc ce que je vous parlais tantôt, puis je vais vous donner un exemple. Dans le domaine de la santé en Nouvelle-Écosse, on avait besoin des travailleurs sociaux francophones. C'est très important, si on a un problème de santé mentale, de pouvoir exprimer nos sentiments et ce qu'on vit dans sa langue. Il y avait un manque, pénurie incroyable de travailleurs sociaux francophones. Puis l'Université de Sainte-Anne ne pouvait pas mettre en place un bac en travail social avec la capacité qu'il avait. Par contre, il y avait des cours de base qui existaient à l'Université Sainte-Anne. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec l'Université Laurentienne en Ontario, dans le nord de l'Ontario, qui, eux, avaient plusieurs programmes qui existaient en ligne puis qui offraient déjà un bac en travail social. On a embauché une coordonnatrice à l'Université Sainte-Anne pour travailler avec les étudiants et mettre en place les stages pratiques. Et je dois dire qu'à ce moment-ci, il y a 40 jeunes de la Nouvelle-Écosse, francophones, qui ont reçu et qui ont terminé un bac en travail social sans jamais quitter leur région. Donc, on ne les perd pas dans la région. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter est-ce qu'ils vont revenir dans leur milieu. Ils ne sont pas partis de leur milieu. La seule fois qu'ils sont allés à Sudbury, c'est pour avoir leur diplôme après les 3 ans. Alors, je pense que c'est un exemple très important de ce qu'on peut faire pour la vitalité des communautés. Parce que si on peut avoir des services en français, je pense que ça a un impact considérable sur notre capacité de pouvoir garder nos communautés en santé. Entre les chercheurs de la francophonie, bien, là aussi, on travaille, on a ce qu'on appelle un comité consultatif sur la recherche et sur la recherche en santé. Et nous avons des gens d'un peu partout au Canada qui regardent les besoins et quelles recherches on doit mettre en place. Et on a mis en place aussi des équipes de recherche au niveau pan-canadien pour travailler sur certains domaines très spécifiques comme la santé primaire, les soins de longue durée. Alors, c'est en mettant nos forces ensemble au niveau pan-canadien qu'on peut arriver à réaliser des choses intéressantes. On travaille aussi avec différents ministères. On travaille dans le moment avec Santé Canada, avec Justice Canada. On travaille avec le ministère des Affaires extérieures, avec Emploi et Développement social. Donc, c'est une multitude de ministères, dont Patrimoine Canada aussi, qui font en sorte qu'on peut vraiment aller chercher l'appui de ces ministères-là et aussi être consulté par les ministères sur comme organisme au niveau de l'éducation postsecondaire. On travaille avec les instances internationales, puisque les étudiants internationaux, c'est un groupe important dans nos universités, le milieu des affaires, comme j'ai expliqué tantôt, et le milieu communautaire. À ce moment-ci, j'aimerais vous parler plus spécifiquement du Consortium national de formation en santé, parce que pour nous, c'est une innovation sociale. Et je vais rentrer beaucoup plus spécifiquement dans ce programme-là. Donc,
qu'est-ce qu'une innovation sociale? Alors, pour nous, une innovation sociale est une nouvelle idée, une approche, une intervention, un nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes pour un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation, d'une communauté et qui produit vraiment un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. Alors, la portée d'une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue dans sa créativité inhérente une rupture avec l'existant. C'est un nouveau modèle, c'est une nouvelle façon de faire pour répondre à un besoin. Donc, ici, vous avez quand même les 11 points qui vous donnent les universités et les collèges qui sont membres du consortium. Alors, je ne vais pas vous les nommer parce que vous les avez déjà là, dans le document que vous avez. Donc, le CNFS, son but comme tel, sa raison d'être, c'est d'améliorer l'accès à l'éducation, d'améliorer l'accès aux services de santé en français dans les communautés francophones. Alors, quel est le lien avec l'éducation postsecondaire que vous vous posez peut-être comme question? Bien, pour améliorer l'accès, ça prend des ressources humaines qui sont capables d'offrir des services en français. Donc, le gouvernement fédéral, en 2003, a établi un programme qu'on appelait à ce moment-là le plan d'action sur les langues officielles. Et à l'intérieur de ce programme-là, qui est une façon de répondre à la loi sur les langues officielles, on a octroyé un montant assez intéressant. À ce moment-là, en 2003, c'était 63 millions, qui est réparti dans les 11 universités et collèges pour pouvoir développer des programmes et mettre en place des programmes qui vont permettre de diplômer des personnes qui vont offrir des services en français aux communautés. Donc, c'est depuis 2003 que le programme existe. Alors, la nouvelle gouvernance publique se distingue de la gestion publique par les points suivants. Alors, il y a une coproduction des savoirs et des services. Les gens travaillent vraiment en collaboration ensemble. Notre conseil d'administration est formé des recteurs et des dirigeants des 11 universités et collèges. Et nous travaillons aussi au niveau de chaque université et collège avec des personnes qui sont embauchées pour le consortium et qui travaillent ensemble à tous les mois, mais à des rencontres 3-4 fois par année pour travailler des dossiers de collaboration entre les universités et les collèges. Alors, le réseau, c'est un réseau formalisé dans le sens que les gens, c'est un réseau qui reçoit un financement et qui, pour devenir membre, il faut que tu puisses offrir des programmes en français. Il y a aussi une notion importante de responsabilité partagée entre les acteurs gouvernementaux, les citoyens et les acteurs non gouvernementaux dans l'offre des services publics. Le travail qu'on fait avec Santé Canada, c'est un partenariat. Santé Canada, c'est un nouveau modèle aussi pour eux. Ce ne sont pas des appels d'offres. C'est un service, c'est un partenariat où est-ce que eux nous donnent un financement pour pouvoir développer des programmes en français. Donc, pour vous donner une idée de l'impact de ce programme-là sur la vitalité des communautés francophones, depuis 2003, on a inscrit avec le financement du fédéral près de 9700 étudiants dans des programmes en santé. Quand je parle de programmes en santé, on parle d'à peu près 22 différentes professions au niveau universitaire, parce qu'il n'y a pas seulement les médecins et les infirmières, il y a aussi les programmes de réadaptation en physiothérapie, ergothérapie. Au niveau collégial, vous avez les programmes
de soins ambulanciers, de préposés aux soins de santé. Alors, d'un côté ou de l'autre, on se retrouve avec 21 ou 22 programmes qu'on finance. Alors, ce sont des programmes qui sont soutenus par le CNFS. On a aussi, avant 2003, il n'y avait aucun programme en santé en français qui existait à l'ouest d'Ottawa. Alors, depuis 2003, on a mis en place 54 nouveaux programmes. Je peux dire qu'à ce moment-ci, on est rendu à près de 5000 diplômés. Et ces diplômés-là travaillent dans les communautés francophones. Donc, ça fait une différence réelle dans nos communautés. Je vais vous donner un exemple. On avait une dame de la Nouvelle-Écosse qui a été faire sa formation en médecine au Nouveau-Brunswick. Et lorsqu'elle a eu terminé sa formation de médecin en Nouvelle-Écosse, on a ouvert un centre médical parce qu'enfin, on avait un médecin qui pouvait offrir des services en français à la population. Donc, on ne peut pas offrir des services si on n'a pas le personnel pour les offrir. Donc ici, à ce moment-ci, je voudrais vous présenter un petit diapo qui va vous donner une idée. Ce sont des témoignages pour vous rendre encore l'information que je vous donne un peu plus concrète. Mon nom c'est Darcy Maya, je viens de Mavillette, en Nouvelle-Écosse. J'ai étudié à l'Université Sainte-Anne en partenariat avec la Laurentienne. J'ai fait mon bac en service social et maintenant je suis la travailleuse sociale au CSAP dans la région du Sud-Ouest. Souvent, quand ça vient de des situations en santé, on travaille avec des gens qui sont peut-être en situation de crise ou en panique ou avec des problèmes de santé mentale et des choses comme ça. Et quand ça arrive dans une situation comme ça, beaucoup de gens veulent parler dans leur langue maternelle. Et ils sont plus confortables à parler en français. Donc, ce qu'on fait, on peut les rassurer en les parlant en français. Donc, ils ont les bons mots à utiliser, ils peuvent bien s'exprimer et ils sont beaucoup plus confortables. Le montant d'anxiété que la personne a diminue parce qu'ils pensent « bien, je peux m'exprimer, je n'ai pas besoin de me forcer pour parler une langue que je ne suis pas confortable à faire. » Donc, quand leur anxiété diminue, ça fait la situation moins stressante et on peut trouver des solutions beaucoup plus vite. Le moment que j'ai découvert que les services en français dans le domaine de santé étaient vraiment importants, c'est quand ma grand-mère a pris malade. Elle était envoyée à l'hôpital en ambulance et j'étais la membre de la famille qui était le plus proche de l'hôpital, donc j'étais la première arrivée. Et j'ai vu ma grand-mère là, elle était avec une infirmière et l'infirmière était en fait la parler en anglais. Et ma grand-mère avait 92 ans, donc j'avais besoin de traduire pour elle et après que j'ai traduit, elle comprenait ce qui se passait, donc elle a pu être plus confortable et elle comprenait ce qu'étaient toutes les machines attachées à elle et tout ça. Donc quand les infirmières avaient vu et les docteurs avaient vu que ma grand-mère était francophone et qu'elle avait besoin des services en français pour comprendre ce qui se passait, ils avaient trouvé une infirmière française avec elle et l'infirmière a été incroyable pour ma grand-mère, c'est-à-dire des prières en français, des choses comme ça, qui avaient vraiment été. L'infirmière francophone a fait une grosse différence pour les derniers moments de ma grand-mère. Puisque je suis dans des communautés acadiennes et des acadiennes francophones, j'ai appris beaucoup des petites choses que les Acadiens font qui sont différentes ou uniques de d'autres cultures. Et je pense avec ça m'a plus préparé à donner des services en français spécifiquement aux Acadiens parce que c'est ça la majorité de ma clientèle parce que c'est le conseil scolaire acadien provincial. Donc je pense que la formation là et le cours là, que j'ai pris à la Laurentienne m'a beaucoup appris à comment offrir des services en français spécifiquement pour les Acadiens. Je m'appelle Darcy Maya, je travaille comme travailleuse sociale au Conseil scolaire acadien provincial au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et je suis fière d'offrir des services en français.
Donc, c'est un exemple concret de ce que ça peut faire dans une communauté à des gens, à des personnes âgées, de pouvoir recevoir des services dans sa langue. On a un autre petit à vous présenter. Non. Oui, vas-y, c'était ça. Ouais. L'offre active, c'est vraiment de s'adresser aux patients en français et de ne pas attendre que le patient demande pour les services de santé en français. Le langage médical lui-même, même dans notre langue maternelle, est compliqué et c'est un labyrinthe pour nous autres. C'est extrêmement important de comprendre ce qui se passe de notre vie, de notre santé et de pouvoir répondre adéquatement à tous les intervenants qui s'occupent de nous. Parce que si on pense aux populations vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les personnes à besoins spéciaux, souvent quand ça vient aux soins de santé, ils vont être peut-être un peu gênés de dire qu'ils n'ont pas compris. Même si c'est un français qui peut être régional, il y a quand même des moyens de communiquer parce que ça va être dans cette langue française-là que le client, la cliente va quand même donner l'information la plus près d'elle, la plus intime. Et il me semble que lorsqu'on est des professionnels de la santé, c'est cette information-là qu'on cherche. Quand il y avait des infirmières qui parlaient juste quelques mots de français et qui étaient heureuses de pouvoir communiquer un petit peu avec nous comme ça, c'est vraiment très rassurant et puis ça fait passer l'expérience, l'expérience est beaucoup plus belle. Parler le français aux clients francophones et ça fait tellement du bien de les rendre à l'aise et de juste leur montrer que vous valorisez cet aspect-là de leur culture. Parce que je crois qu'à long terme, ça peut minimiser aussi des coûts de santé, mais aussi que le patient va se rétablir plus rapidement. Ça, c'est pas une question de politique publique, c'est pas une question de la langue officielle, c'est pas une question d'obligation, c'est une question de rendre un bon service de santé. OK. Donc ici, ce qu'on vous présentait, c'est vraiment l'importance de l'offre active pour permettre aux professionnels de la santé de vraiment faire part à leurs clients la capacité de pouvoir parler le français pour que le client puisse pouvoir poser ses questions en français et sentir que le service qu'il peut recevoir est de qualité égale. C'est une question vraiment de qualité de service quand on parle de pouvoir offrir des services dans sa langue. Donc, à ce moment-ci, je vais vous parler du Réseau national de formation en justice, qui est vraiment le nouveau réseau qu'on a mis sur place il y a 2 ans. C'est une approche systémique pour une offre accrue de services en français dans le système judiciaire. Donc, le contexte législatif, juridique, amène une augmentation de la demande pour les services en français. Alors, chaque accusé a droit à un procès dans la langue officielle de son choix au Canada, et ça, c'est l'arrêt Beaulac en 1999 qui nous permet à ce moment-ci de pouvoir avoir un procès dans sa langue. Il y a eu aussi l'examen parlementaire de la partie 7 du Code criminel qui a recommandé d'élargir la portée des dispositions linguistiques et d'informer les policiers de première ligne concernant les droits linguistiques. Il y a aussi les codes de déontologie des juristes qui ajoutent de plus en plus de dispositions linguistiques partout au Canada. Ce n'est que quelques exemples, mais je peux vous dire que depuis quelques années, aussi dans les médias, aussi récemment, partout au Canada, on parle de la piètre qualité des services juridiques en français
et il commence à y avoir vraiment une pression populaire pour pouvoir augmenter les services juridiques en français. Alors, pour augmenter l'accès à la justice dans les 2 langues officielles au Canada, nous savons qu'il faut augmenter le bassin des diplômés bilingues des programmes de droit en justice de nos établissements postsecondaires. Donc, il faut former plus de professionnels en droit. On doit améliorer les compétences linguistiques aussi de nombreux intervenants œuvrant dans le système de justice présentement. Comment est-ce qu'on peut offrir de la formation linguistique juridique aux professionnels dans le système de justice. Et on doit avoir accès aux outils juridiques et jurilinguistiques dans les 2 langues officielles. Donc, les divers intervenants en justice font un constat général, c'est qu'il y a vraiment à ce moment-ci une approche au cas par cas qui ne permet pas de répondre aux besoins. Donc, on vise à développer une approche qui est plus systémique à la formation et au développement d'outils. Vous avez ici les 14 membres et vous avez plusieurs universités, mais aussi vous avez des organismes de la communauté. Et ça, c'est un modèle différent qui a été mis sur pied pour ce réseau national de formation en justice, puisqu'on intègre le communautaire et l'institutionnel. Donc, il est beaucoup plus facile de répondre aux besoins en ayant tous les gens autour de la table. Alors, les collaborations du réseau, alors on conseille le gouvernement fédéral. On veut collaborer davantage avec les acteurs fédéraux et provinciaux en justice. Par exemple, le ministère de la Justice, les services de poursuite pénale du Canada, le ministère des Sécurités publiques. On veut aussi collaborer avec les 3 groupes intergouvernementaux en justice et travailler aussi avec leur propre réseau, dont le Conseil canadien des juges en chef des cours provinciales, le Conseil des doyens et doyennes des facultés de droit du Canada et le barreau. Nos objectifs comme tels, c'est de mettre en place un système de justice institutionnellement bilingue. On veut assurer un accès égal à la justice dans les 2 langues officielles, en temps opportun, de qualité égale et à coût égal. Je peux vous dire que dans le moment, ça n'existe pas partout. On regarde dans le moment, en Alberta, par exemple, vous pourriez avoir 2 personnes qui attendent pour avoir leur cours et puis un qui demande de pouvoir avoir un procès en français et il peut attendre 2 semaines de plus que celui qui demande un procès en anglais. Alors, on ne peut pas dire que c'est un accès égal à la justice. Donc, on vise à augmenter l'accès aux 2 langues officielles à la justice dans les autres domaines de droit que celui criminel, comme celui de la famille, civil ou en immigration. Donc, la présentation aujourd'hui, c'était vraiment dans le but de vous démontrer le travail que les établissements postsecondaires font en collaboration, mais pour aussi augmenter la vitalité des communautés. Alors, l'importance pour les communautés francophones, c'est l'importance de se doter d'institutions aptes à regrouper et mobiliser les forces locales, puis de viser l'innovation sociale pour que les modèles développés soient reconnus dans l'ensemble du Canada. Aussi, l'importance pour les institutions œuvrant auprès des francophones de contribuer à augmenter les espaces de vie en français dans les établissements d'enseignement, par exemple, l'offre de services en français au niveau de l'enseignement, de la santé, de la justice, puis la fierté d'être francophone et le désir de vivre en français. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Jocelyne. On a quelques minutes pour la discussion. Je vais reprendre un peu des éléments de l'exposé de Jocelyne pour vous montrer comment concrètement, en fait, ce qu'on a ici, c'est quand on décide de faire du français une langue de vie, eh bien, on s'aperçoit que les lieux ou les espaces dans lesquels on veut vivre en français ne sont pas toujours spontanément en mesure de nous offrir les services
et que les services ne vont pas arriver par coup de baguette magique. Hein? Jocelyne l'a bien dit, c'est-à-dire il faut constamment se mobiliser pour pouvoir vivre en français et après pour pouvoir servir de référence pour ceux qui enseignent le français un peu partout dans les Amériques pour dire regardez les expériences dans les autres pays de communautés qui essaient de vivre en français. Jocelyne a mentionné que le CNFS représentait une forme de gouvernance publique. En fait, ce qu'il y a d'assez particulier et innovant dans le groupe que représente Jocelyne, c'est que c'est un des seuls groupes au Canada à qui le gouvernement fédéral a dit « on vous délègue une partie de l'intérêt public ». Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept d'intérêt public. Hein, le concept d'intérêt public, habituellement, c'est les gouvernements qui sont les porteurs de cet intérêt. Parce que l'intérêt public, c'est l'intérêt général. Donc, ce sont habituellement les États qui portent cet intérêt. Et quand un État, un gouvernement accepte de déléguer une partie de cet intérêt, c'est parce qu'il a vraiment confiance dans le réseau de personnes avec qui il travaille, parce que les fonctionnaires ne font pas toujours confiance. Je reviens à la diffusion. C'est-à-dire, les fonctionnaires, ce sont eux, dans le fond, qui sont les intermédiaires et qui assurent la prestation des services ou qui assurent les financements qui vont permettre cette prestation. Mais dans ce cas-ci, on a un exemple assez unique en francophonie d'un groupe qui, lui, porte cet intérêt. Et on a aussi un autre exemple assez unique, c'est un groupe qui amène des recteurs d'université à travailler ensemble. Vous savez, ce matin, Mme Dandurand, elle a dit « on est tous des primadonnas, les universitaires ». Fait qu'imaginez 14 primadonnas autour d'une table. Eh bien, ça, c'est le CNFS, l'Association des universités, des collèges et universités de la francophonie canadienne, a réussi à mettre ensemble ces différents recteurs d'université pour les faire travailler ensemble. À travailler ensemble, à défendre l'intérêt public. C'est-à-dire l'intérêt public en ce qui a trait aux langues officielles, en ce qui a trait à l'avancement de la francophonie. Alors, ce n'est pas rien. Hein? C'est vraiment très important comme situation. C'est important que ce que cette association-là permet de vivre et de faire vivre à la communauté ou à l'ensemble des communautés francophones du Canada. Jocelyne a aussi parlé du concept d'offre active. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà entendu parler du concept d'offre active? Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'offre active de services en français? Bon, il y a 2 franco-ontariens dans la salle. J'espère que vous connaissez ce concept. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous comprenez par ce concept? Pour moi, l'offre active, c'est un peu comme Alain Dupuis l'expliquait hier, c'est d'aller à l'aéroport et d'obtenir du service dans les 2 langues, donc « hello », « bonjour », et qu'ensuite, lorsque je dis « bonjour », premièrement, je comprends qu'on m'offre le service, donc déjà là, je n'ai pas à demander « est-ce que vous parlez français ?» Ça m'est offert d'emblée, mais qu'ensuite, je suis aussi en mesure de poursuivre la conversation en français. Donc, c'est bien l'offre active, mais s'il n'y a pas d'offre réelle en arrière de ça, on n'est pas plus avancé. Joël, est-ce que tu veux compléter? J'allais dire que c'est un service qui est évident, qui est intuitif, on sait qu'il existe. Et comme Philippe le dit, qu'on peut réellement s'en servir, c'est-à-dire que le préposé bilingue est disponible lorsqu'on en a besoin. Et c'est important, ce concept-là, parce que quand on commence justement à accepter qu'une minorité a le droit à l'existence et a droit à des services dans sa langue, là, je parle évidemment des minorités francophones, mais ça pourrait s'appliquer à toutes les minorités. Et je sais que dans vos pays respectifs, il y a des minorités aussi qui ne sont pas nécessairement de langue française, mais il y a des minorités aussi qui sont de langue indigène, langue autochtone, et qui ont aussi des revendications linguistiques. Eh bien, le concept d'offre active, c'est un bon pour une minorité. Parce qu'habituellement, on va vous dire dans un projet de loi, vous avez droit à des services, mais après, qu'est-ce qui se passe? On attend de la personne qu'elle demande le service. Mais nous, en francophonie, et avec le CNFS, on le voit très bien, on a compris qu'une minorité, à cause justement d'un ensemble de raisons, pour un ensemble de raisons souvent historiques, liées à des abus, liées à une certaine forme d'oppression, ne vont pas demander spontanément le service. Donc, au Canada, il y a un concept d'offre active qui a été développé qui permet justement de reconnaître ces situations historiques de discrimination
et qui fait en sorte que, normalement, si on respecte bien nos cadres législatifs, le service devrait être offert sans qu'on ait à se demander, bon, là, j'arrive quelque part, est-ce qu'on va m'offrir le service? L'autre chose, je m'excuse, Jocelyne, non, de faire vas-y. la présentation sur ta présentation. L'autre chose que Jocelyne a dit qui est très important, c'est former des professionnels. Le CNFS consacre un temps important à former des professionnels. Pourquoi pensez-vous que c'est important d'avoir des professionnels dans votre milieu, oui? C'est eux qui vont nous servir. Avec quel type de vocabulaire? En français. Avec des concepts qui viennent, hein, des concepts... Pardon? Avec du vocabulaire, du domaine en français et non avec des anglicismes, par exemple. Oui, puis donc ça veut dire qu'on apprend aussi à parler notre langue à travers les services que l'on reçoit. On apprend à élargir notre vocabulaire. On apprend aussi à inventer des mots. Je pense qu'Offactive, c'est une belle invention, c'est une belle innovation comme concept. Donc, tout ça, c'est très important parce que finalement, on se retrouve à voir comment l'enseignement supérieur contribue, comme l'a dit Jocelyne, au développement des communautés. Bon, j'ai assez parlé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Moi, je suis Florina. J'enseigne à St. Edward's University, au Texas. Oui. Et je suis devant l'écran de mon ordinateur. Ce n'est pas parce que je vérifie mon courriel. Je regarde le site de votre association. Et il y a une section pour la stratégie internationale qui m'a attiré l'attention. Je vois au-dessous promotion et recrutement auprès des universités en Afrique, Brésil, Europe, Maghreb. C'est tout ce que je veux. Donc ma question, c'est, puisque je suis dans l'enseignement, on est 24/7 en promotion et recrutement. Comment faites-vous cette promotion et recrutement auprès des universités, disons d'ailleurs, pour attirer des étudiants dans votre réseau d'universités francophones? Bien, disons que les 19 collèges et universités comme tels sont responsables de leur propre recrutement à l'international. L'Association des collèges et universités, son rôle, c'est de faire la promotion et la visibilité de nos institutions dans son ensemble. Que ce soit, par exemple, avec des rencontres avec les ambassades d'un peu partout, que ce soit des rencontres dans des pays avec des organisations similaires à la nôtre, avec des organisations qui travaillent à donner des bourses ou à la recherche au niveau international. Donc, notre rôle est vraiment, on a une personne à temps plein qui vient juste de commencer, qui est notre gestionnaire d'activités à l'international. Et on appuie nos institutions aussi financièrement par des fonds qui nous proviennent du ministère des Affaires extérieures. Et chaque année, comme association, on établit une stratégie internationale. Et dans cette stratégie internationale-là, on détermine quelle va être pour la prochaine année les pays où on veut mettre l'emphase au niveau de notre visibilité. Vous voyez, c'est que les États-Unis représentent un marché pour ces universités extraordinaires. Je vous le dis de ma propre expérience, donc mon université compte moins de 5000 étudiants. Eh bien, quand ils finissent leurs études, il n'y a pas un étudiant qui n'a pas eu une expérience d'études à l'étranger quelque part. Donc, d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai reçu un courriel d'une étudiante qui me demandait des conseils à propos d'un potentiel programme de français à l'étranger. Alors que nous avons un campus en France, à Angers, donc notre université. Donc, vraiment, ce n'est pas juste un campus proprement dit. Et je lui dis, ben, écoute, Hayley, si ça se trouve, l'été prochain, tu vas à Angers. Et puis, l'été d'après, tu vas au Canada. Parce que moi, la francophonie des Amériques, quand même. Donc, je me suis dit petit à petit comme ça. Donc, vous voyez, j'aimerais bien, par exemple, que nous, chez nous, à St. Edward's University, nous ayons une sorte de brochure où il y a toutes ces universités du réseau des universités francophones canadiennes qu'on peut offrir aux étudiants. On peut leur dire, écoutez, mettez le doigt sur la carte et choisissez. Enfin,
pas vraiment, c'est un peu trivial ce que je dis, mais finalement, vous voyez, ce sont toutes ces universités qui représenteraient, enfin, donc, dans une brochure ou quelque part ensemble, vous voyez, enfin, moi, j'ai déjà fait quelques notes sur votre association, j'ai la carte aussi, donc ça me permettra de mieux vendre, n'est-ce pas, ce marché éducationnel canadien extraordinaire, alors que moi, je connaissais par exemple, il y a un programme d'études à l'étranger très, très, très bon à l'Université Laval. OK. Je connais, enfin, j'ai des collègues qui amènent des étudiants pendant l'été d'habitude. Donc, mais sinon, enfin, j'en connaissais pas. Donc, il fallait aller de site en site comme ça, creuser pour chercher de l'information. Ouais. Alors que si tout est ensemble, vous imaginez le potentiel. Ouais. Je parle pas juste dans mon nom. Hein. Oui, mais si vous allez sur le site de la CUFC, vous avez toute l'information au niveau de toutes les universités, collèges membres et les programmes qu'ils offrent. Parfait, donc. Parfait. Merci. Oui, Gracien Allaire, celui que tu cherches à recruter. Il y a deux choses que j'aimerais ajouter à ce que tu as dit, que j'ai aimé beaucoup d'ailleurs comme représentation de l'ensemble, d'un ensemble qui est complexe, varié, à étages très différents d'un bout à l'autre du pays. Le recteur presque éternel de l'Université de Hearst, Tremblay, disait s'il n'y avait pas l'Université de Hearst, il y a plusieurs professionnels de cette région qui... Hearst est situé dans le nord de l'Ontario, à quelques centaines de kilomètres de Sudbury, à plusieurs centaines de kilomètres d'Ottawa et de n'importe quel autre établissement universitaire. S'il n'y avait pas eu l'Université de Hearst, s'il n'y avait pas l'Université de Hearst, il y a plusieurs personnes qui n'auraient pas accès à une formation postsecondaire, à une formation universitaire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éducateurs et éducatrices qui n'auraient pas été formés. Donc, la population n'aurait pas eu accès à... Et ça, c'est un élément extrêmement important. Au niveau de la formation, j'aimerais maintenant passer au niveau de la recherche, où tu as mentionné effectivement qu'on faisait de la recherche sur les communautés. L'un des éléments importants d'avoir des établissements qui sont à Edmonton, à Sudbury, à Moncton, maintenant à Simon Fraser, c'est que ce sont des personnes qui sont en mesure de faire de la recherche sur leur communauté. Et si ces personnes-là ne font pas de recherche sur leur communauté, il y a très peu de chances qu'il y ait de la recherche sur leur communauté. Et là aussi, ça se transmet au niveau du système d'éducation, puisque la recherche sur leur communauté permet à leurs éducateurs ensuite de mieux représenter auprès de leurs étudiants. Là, on est au niveau de l'identité, de la fierté, etc., etc. Donc, il y a une courroie qui est extrêmement importante là, que je voulais souligner. Un très bon point. Oui, bonjour. Valérie Raymond de Sudbury. Alors, j'ai une question... Pardon? J'ai dit bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question assez particulière. J'entends souvent dire qu'ici, à l'Université d'Ottawa, l'examen de barreau, c'est vraiment une traduction de la version anglaise. Et puis, il y a plusieurs étudiants qui font tous leurs cours en français et ensuite ils essaient de passer l'examen de barreau. Ça ne marche pas, ils vont en anglais, puis ça marche. Alors, est-ce que le Réseau national de formation en justice se penche sur cette question ou pas du tout? Bien, je dois te dire que c'est la première fois que j'entends ça, mais je suis contente que tu nous en fasses part. Moi, je peux prendre note et vérifier, mais non, le Réseau national de justice ne regarde pas ce point spécifique-là à ce moment-ci. Je sais que la faculté de droit de l'Université d'Ottawa est membre du réseau, mais au niveau de ton point spécifique, je n'ai pas de réponse à ce moment-ci que je pourrais te donner. Mais j'en prends note. Merci. Alors, comme le disait Fiorina, moi, j'aimerais aussi apporter votre attention au signet qui vous a été distribué. Hein, ça s'appelle « Le portail de la recherche sur la francophonie canadienne, hein, revue et améliorée ». Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu du portail, Jocelyne? Oui, c'est un portail. Puis peut-être, Marie-Ève, tiens, je voudrais peut-être en profiter avant qu'on termine pour vous présenter Marie-Ève Forêt.
Marie-Ève, si tu veux juste te joindre à moi. OK. Marie-Ève Forêt, c'est notre gestionnaire en recherche à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. Elle a travaillé très fort pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Marie-Ève, de ton travail. Et puis, Marie-Ève va pouvoir vous parler beaucoup mieux que moi du portail qu'elle connaît très bien. OK. Donc, le portail existait déjà, mais on a fait une refonte cette année là, pour augmenter, si on veut, le contenu du portail. Alors, globalement, c'est ce qui est affiché au portail, ce sont tous les événements qui se rapportent à la recherche en français au Canada, donc en français en situation minoritaire. Alors, les événements sont affichés, on fait des ajouts vraiment de manière quotidienne, hebdomadaire. Ensuite, il y a des nouvelles aussi qui se rapportent à la recherche qui sont affichées sur ce site-là. Toutes les... pas toutes, mais on essaie évidemment de ratisser large, mais bon, les nouvelles publications aussi qui se rapportent en recherche, donc ce qu'on disait tantôt, hein, qui portent spécifiquement sur les communautés francophones, elles passent donc sur ce site. Et ce qui est intéressant aussi, c'est toute la question des offres. Alors, tous les appels à communication, les appels à publication, enfin, tous les genres d'offres. Il y a aussi des offres de financement qui sont affichées sur ce site. Alors, c'est un site qui se veut le plus ouvert possible, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire comme contributeur et vous-même mettre vos propres annonces. Évidemment, il y a quelqu'un chez nous qui vérifie là, pour être sûr que tout fonctionne bien. Et puis, et voilà. Puis, on a ajouté une section qui porte sur la santé et éventuellement, donc, on voudrait avoir des sections un peu plus spécifiques pour aller toucher, pour que les chercheurs aient plus rapidement là, vers leurs créneaux, les créneaux qui les intéressent. Mais pour l'instant, on a juste une section qui s'appelle francophonie et une autre qui s'appelle santé. Moi, j'ai une question pour toi, Marie-Ève. Est-ce que l'université d'été est annoncée dans le portail de la francophonie? Oui, elle est annoncée, bien sûr. Oui. Et on a une infolettre aussi, tu sais, pour ne pas avoir à y aller trop régulièrement. Là. Il y a une infolettre qui est envoyée une fois par mois, fait que vous pouvez juste vous inscrire à l'infolettre. Et en tout cas, moi, je trouve qu'elle est bien garnie. Ça m'impressionne souvent. Ça fait bientôt 1 an quand même que je travaille là, mais ça m'impressionne quand même le dynamisme de la recherche sur la francophonie canadienne pour qu'on ait une infolette garnie comme ça tous les mois. C'est intéressant. On peut en être fiers. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Jocelyne, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai un petit cadeau pour toi au nom de... Merci. Merci beaucoup, Linda. Merci.